On a tous ce besoin, parfois, de trouver un endroit ailleurs, ni chez soi, ni au boulot. Juste un lieu pour se poser, échanger. Exactement. Aujourd'hui, on plonge dans ce concept fascinant des tiers-lieux. Ces fameux third places de Ray Oldenburg. Il disait qu'ils étaient essentiels pour notre équilibre pour la vie de nos communautés. Absolument. Une idée très forte chez lui. Et pour creuser ça, on s'appuie sur plusieurs décennies de son travail. Il y a le livre fondateur The Great Good Place, surtout l'édition 2000, mais aussi celle de 89. Oui, la base. Puis le cri d'alarme en 96, Our Vanishing Third Places. Et plus près de nous, Celebrating the Third Place de 2023, qui montre que les dés bougent encore. On a même jeté un œil à The Joy of Tippling pour ses réflexions sur la convivialité. Ça permet de voir l'évolution de sa pensée. C'est intéressant. Voilà. L'objectif, c'est de comprendre ce qui fait un tiers-lieu. C'est quoi leur ADN? Pourquoi Oldenburg les trouve si importants, si great and good? On va décortiquer les caractéristiques clés, justement, et voir comment ça a évolué. C'est parti. Alors, pour commencer simple, la définition de base. Un tiers-lieu, ce n'est ni le premier lieu, la maison, ni le deuxième, le travail. C'est un lieu public où on se retrouve, mais de façon informelle. C'est ça. Un espace de liberté en dehors des rôles habituels. Et Oldenburg, il va plus loin. Il a cette image du trépied. Oui, c'est central dans sa théorie de 2000. Pour lui, une vie équilibrée, elle repose sur 3 pieds. Le foyer, le travail et le tiers-lieu. Il oppose ça au bipode, domicile-travail, qu'il trouvait dominant aux États-Unis. Et ce bipode, il est instable. Très instable, selon lui. Source d'aliénation, d'ennui, de stress. Le tiers-lieu, c'est ce qui manque pour retrouver l'équilibre. C'est vraiment le 3e pilier essentiel. Et ça nous enracine, c'est un terme qu'il utilise déjà en 89. Oui, cette idée d'enracinement est très belle. On s'attend à voir des têtes connues, on remarque les absences. Ça crée une sorte de familiarité, un sentiment d'appartenance concret, presque sans effort. C'est précieux ça, aujourd'hui. Mais alors, comment un endroit, un simple café, une librairie, devient ce lieu vital? Quels sont les ingrédients, les caractéristiques fondamentales qu'Oldenburg a identifiées? Ah, c'est là que ça devient passionnant. Il a vraiment listé des traits spécifiques. On écoute. Alors, le premier, et c'est peut-être le plus étonnant aujourd'hui, le terrain neutre. C'est crucial. Personne n'est l'autre, personne n'est obligé de recevoir. On peut aller et venir librement, sans invitation. Exactement. Ça simplifie énormément les rencontres par rapport à inviter chez soi. Moins de complications, moins d'obligations. Oldenburg cite même Sennett qui parle de protection contre un enchevêtrement excessif dans la vie des autres. Une sorte de bulle de liberté sociale. C'est ça. Ça favorise la spontanéité. Et ça mène à une autre caractéristique très forte. Le lieu comme niveleur, the leveler. L'idée, c'est que le statut social, il est mis de côté. Oui, il s'estompe. L'égalité prime. Ce qui compte, c'est la personne, pas son titre ou sa richesse. Oldenburg parle de sociabilité pure, un terme de Simmel. On est là juste pour le plaisir d'être ensemble. C'est une idée très démocratique au fond. Tout à fait. Et il donne des exemples historiques forts. Les cafés anglais du XVIIe, où des gens de classes très différentes débattaient. Voilà. Dans Celebrating the Third Place, il y a même cette comparaison un peu extrême avec la prison. Le statut extérieur ne compte plus, seule la personnalité. Ah oui, c'est parlant, hein. Et plus classiquement, les fameux Biergarten allemands, qu'il adorait, où riches et pauvres trinquaient ensemble. Un brassage social assez unique. Difficile à imaginer dans certains lieux très segmentés aujourd'hui. Et au cœur de tout ça, il y a quoi? La conversation. C'est l'activité reine, le moteur du tiercieux. On y va pour parler. Oui, et c'est une conversation souvent légère, pleine d'esprit, accessible. Le style, la vivacité comptent plus que le savoir encyclopédique. Il remarque d'ailleurs cette éloquence naturelle, cet art de la répartie très présent chez les classes populaires dans ces cadres. C'est un art vivant, pas une conférence. Exactement. Tout le monde peut écouter, contribuer. C'est l'opposé des hiérarchies formelles. Dans le livre de 2023, l'exemple du Miami Passport Photoshop est génial. Les gens refont le monde en attendant leurs photos. Ça existe encore, ce genre d'échange? Et les jeux dans tout ça? Les jeux peuvent aider, oui. Mais ils doivent rester un support à la conversation. Un billard entre amis, des cartes. Ça marche si ça stimule l'échange. Pas des jeux qui isolent. Voilà. Oldenburg se méfiait des jeux vidéo ou d'un backgammon trop compétitif, trop silencieux. La personnalité doit primer sur la technique. Le jeu est un prétexte à l'interaction, pas une fin en soi. D'accord. Et le cadre physique?
L'accessibilité, l'aménagement. Ça compte? Oui, mais pas dans le sens du luxe. Le tiers-lieu typique est souvent sans prétention. Accueillant, confortable, simple. Pas besoin d'être design ou chic. Non, au contraire parfois. L'important, c'est qu'on s'y sente bien, à l'aise. C'est l'atmosphère créée par les gens qui fait le lieu plus que le décor lui-même. L'exemple de Tonlex Tavern, cité en 2023, qui nourrit l'âme par la sociabilité, c'est exactement ça. Et qui sont ces gens qui créent l'atmosphère? Ah, les habitués. The Regulars, ils sont absolument centraux. C'est eux qui donnent son âme au lieu, son caractère. Leur présence régulière est rassurante, elle crée la continuité. C'est le noyau dur. Oui, mais un noyau ouvert, idéalement. L'accueil des nouveaux venus est vital. Ce n'est pas toujours immédiat, mais ça ne doit pas être trop difficile non plus. Oldenburg insiste sur l'importance de cet étranger seul, le lone stranger, qui a souvent le plus besoin de ce lieu. Bien accueilli, il peut devenir un futur pilier. Cette idée d'accueil, ça touche à l'inclusivité. On pourrait croire ces lieux fermés, mais Oldenburg dit le contraire, non? Oui, il nuance cette image. Il cite l'étude d'Elijah Anderson, un universitaire noir qui s'est fait accepter dans un bar de ghetto, ou l'accès au public bar anglais, qui demande juste un peu de temps et de respect des codes. L'inclusivité peut être subtile, mais elle est souvent présente. C'est intéressant. Alors, terrain neutre, niveleur, conversation, habitué, accueil, tout ça mène à quoi? Ça mène à l'idée du tiers-lieu comme un deuxième chez-soi. A home away from home. Et il ajoute même, parfois, plus chez soi que chez soi. C'est fort, ça. Pourquoi? Parce que la chaleur, la gaieté, la camaraderie sont au cœur même du tiers-lieu. Alors qu'un foyer peut exister sans ça, malheureusement. Le tiers-lieu offre ce confort psychologique, cette régénération. Il adore l'exemple littéraire de Rumpole, qui trouve refuge et clarté dans son bar fétiche, le Pomeroy's. Je vois. C'est un refuge émotionnel. Et en même temps, ce deuxième chez-soi, il nous ouvre aussi sur l'extérieur. Tu parlais de diversité, de perspective. Exactement. Contrairement au cercle familial ou professionnel, souvent plus homogène, le tiers-lieu nous expose à plus de diversité, des parcours différents, des opinions variées. Ça élargit l'horizon. Oui, ça donne accès à une sorte de sagesse collective informelle. On apprend beaucoup juste en tendant l'oreille ou en participant en discussion. Et l'ambiance générale, le ton, l'humeur. Il dit quoi là-dessus? C'est généralement joyeux, optimiste, upbeat. On laisse les problèmes personnels à la porte. Les échanges peuvent être vifs, un peu rugueux en apparence. Le fameux « tu dérailles complètement ». Voilà, mais c'est souvent une forme d'affection, de test des liens. L'humour est partout, l'autodérision aussi. Personne ne se prend trop au sérieux. C'est ça aussi qui ressource. L'exemple d'Annie's Gift and Garden Shop avec ses poèmes et ateliers montre bien comment allier que cultiver cette ambiance positive. On comprend mieux la recette. Mais au-delà du bien-être individuel, quelles sont les fonctions de ces lieux pour la société dans son ensemble? Si on prend un peu de recul. Alors, la fonction première, la plus évidente, c'est la création de communautés locales. Les anciens bureaux de poste, les drugstores américains avec leurs comptoirs à soda, c'était des points de rencontre quotidiens qui tissaient du lien entre voisins. Et ça favorise l'entraide, j'imagine. Oui, clairement, quand on se connaît, qu'on se croise régulièrement, on finit par se rendre service, par s'entraider, presque comme en famille. Ça renforce le tissu social de manière très concrète. Et ça peut même déborder sur le politique, comme un forum social et politique informel. Absolument. Oldenburg rappelle le rôle historique des tavernes pendant la Révolution américaine ou des magasins généraux plus tard. C'était là que les nouvelles circulaient, que les débats avaient lieu. Une forme de littératie politique active, comme il dit. Oui, il oppose ça à la consommation passive des médias. Et le fait que des débats de société aient encore lieu au Miami Passport Photo Shop aujourd'hui, ça montre que cette fonction peut perdurer. Et il y a aussi le plaisir, la joie, le divertissement. Bien sûr, le divertissement principal, c'est l'interaction elle-même, la conversation animée, l'esprit de fête qui peut naître spontanément. C'est une alternative bien plus vivante, disait-il déjà en 96, à la passivité de la télé qui commençait à tout envahir. Ces lieux jouent aussi un rôle de soutien pour certains groupes spécifiques, non? Oui, il insiste beaucoup là-dessus, surtout dans les années 90. Pour les retraités, c'est vital pour garder un lien social après le travail. Et il regrette amèrement la perte de leur rôle pour les jeunes. Comment ça? Autrefois, des lieux comme les Main Street Drugstores permettaient aux jeunes de côtoyer les adultes, d'apprendre les codes sociaux de manière informelle, une intégration intergénérationnelle. Aujourd'hui, ils voient surtout une exclusion des jeunes de ces espaces vivants. C'est un vrai problème? Et
On peut même aller plus loin, comme le suggère le livre de 2023, vers une dimension d'ancrage spirituel. Certains lieux, comme Anise avec son jardin et sa poésie, ou une ancienne église devenue lieu communautaire comme Old St. George, offrent un ressourcement plus profond que le simple lien social. Ça touche au sens, à l'appartenance. Exactement. Créer du lien, débattre, s'amuser, soutenir, se ressourcer, le programme est riche. Mm. On voit pourquoi il les jugeait essentiels à la santé d'une société. Totalement. Pour lui, leur déclin est directement lié à plus d'isolement, de stress, de polarisation. Une société sans tiers-lieu, elle est plus fragile, moins vivante, moins démocratique au sens concret du terme. Et ce déclin, c'est un fil rouge dans son œuvre. Il commence par célébrer la richesse des exemples du passé, les Biergarten, Main Street, les pubs anglais, les cafés français, les tavernes. Oui, des lieux pleins de vie. Mais dès 1996, avec Our Vanishing Third Places, le ton devient plus grave. Il alerte sur leur disparition. Les causes multiples. L'urbanisme, par exemple. Oui, un urbanisme qui sépare tout. Habiter ici, travailler là, acheter ailleurs. Ça tue la proximité, la marche, les rencontres faciles. Il a aussi le repli sur la sphère privée, le cocooning. Les maisons suréquipées où l'on reste. Voilà, le déclin des lieux de consommation conviviaux traditionnels. Et puis, la logique du profit qui prime sur la sociabilité. Les centres commerciaux, pour lui, c'est le symbole de ça. Un substitut sans âme, un faux tiers-lieu. Il parle aussi d'une certaine hostilité envers certains groupes, comme les jeunes, souvent repoussés. Et la question du genre. Il note l'évolution vers plus de mixité par rapport aux anciens pubs réservés aux hommes, mais il observe que des petites polarisations subsistent souvent, des regroupements spontanés par genre, même dans des lieux ouverts. Et aujourd'hui, c'est difficile de créer ou maintenir ces lieux. Très difficile. Le livre de 2023 donne l'exemple de la coopérative Neutral Ground à la Nouvelle-Orléans, toujours en lutte. La concurrence du confort à la maison, du divertissement numérique, c'est énorme. Et la culture de la voiture qui isole. Ça décourage les rencontres de proximité. Complètement. Pourtant, le fait que des gens se battent encore pour ces espaces, ça montre que le besoin est toujours là, profond. Ce qui nous ramène à la question clé. Malgré tous ces défis, cette quête du tiers-lieu, elle est toujours pertinente. Aussi nécessaire. Je crois que oui. Plus que jamais peut-être. Finalement, le message d'Oldenburg, qui traverse toute son œuvre, reste incroyablement actuel. Ces Great Good Places ne sont pas un luxe, c'est une nécessité. Pour soi, pour la société, pour la simple joie d'être ensemble. C'est ça. Ils offrent ce mélange unique de connexion, d'égalité, ce fameux niveleur, de conversation libre, de soutien mutuel et de chaleur humaine. Un refuge, un deuxième chez soi. Exactement. Avec ce terrain neutre comme condition de base, animé par les habitués qui en sont le cœur battant. Alors pour finir, une question à laisser en suspens. Dans notre monde actuel, qui pousse souvent à l'isolement, au numérique, à l'individualisme, est-ce que redécouvrir ou même réinventer consciemment des tiers-lieux, ce n'est pas devenu une forme de résistance, une urgence? Une nécessité vitale, oui. Et surtout, où pourrait-il naître aujourd'hui? Peut-être sous des formes nouvelles, inattendues. Comment recréer ce lien social si précieux dont Oldenburg nous a montré l'importance?